Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com www.congosynthèse.com, www.toleka.net et www.congowatch.com. Sans oublier, comme toujours, nos amis de l'extérieur, Softtrans Canada, Toronto, Popon Digbo Canada, Congo Millennium Irlande, Timo Provision, Eyinda et Stone Monga, UK. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Et comme nous vous l'avions promis, nous avons la grande joie d'être avec notre maman, comme toujours, vous la connaissez, notre maman Marie-Thérèse Lando. Donc, pour ce soir, pour essayer de satisfaire tout le monde, nous l'appelons Maître Marie-Thérèse Lando, c'est là son titre professionnel. Nul n'oublie que c'est une avocate de carrière et de profession. Maman Thérèse, bonsoir. Bonsoir, papa. Micro, please. Un grand plaisir de vous avoir encore parmi nous. Un bon bout de temps qui s'est déjà écoulé. Quelles nouvelles vous nous apportez déjà avec les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent? Bon, je salue tout le monde. Papa Mbote, maman Mbote, et Bilenge Mbote. Mbote za yako beba, mbote zo souffrir, dozo souffrir. Et si là, ça dépend de nous. Tout dépend de nous. Ok. Je crois bien que Belinda Mbala va être contente de l'entendre maman parler lingala. Bien sûr, nous dédions cette émission à toute la famille Mbala, car maman est ici, elle a laissé sa famille pour être avec nous et vous et nous, pardon. Alors nous dédions cette émission à toute la famille Mbala. Merci une fois de plus. Je crois que ce soir, nous allons parler de, comme nous l'avions intitulé, la randonnée politique en RDC. Pourquoi la randonnée? Parce que nous allons un peu survoler les 2-3 sujets qui nous concernent en ce moment. Nous avions eu un très grand problème ces derniers temps, et vous le savez tous, c'était l'histoire du dialogue en RDC, les dialogues initiés sous confusion, bien sûr, par le pouvoir et par l'UDPS. Alors, en cette soirée, nous allons essayer un peu de disséquer quelques points qui essaient un peu de mettre la confusion dans les têtes des Congolais. Alors, maman, si nous pourrions avoir un peu le rappel, sinon la petite définition du dialogue, de quoi est fait les dialogues, qu'est-ce qu'il y a dans les dialogues? Le dialogue suppose une sorte de conversation, une rencontre, où on parle, où il y a au moins deux personnes ou plus. Deux personnes qui veulent s'accorder, arrondir des angles et arriver à une conclusion. C'est le cas souvent des dialogues politiques. Et dans le cas qui concerne le Congo, nous ne sommes pas d'accord avec ces dialogues, même si c'est pour arrondir les angles, parce que les angles, mais c'est un dialogue qui est très dangereux parce que celui qui l'a initié, il est fin mandat, deuxième mandat. Et un dialogue, pourquoi faire? Parce que la Constitution est très claire. J'aurais compris que la Constitution dise, voilà, s'il y a des problèmes, des contradictions, faites un dialogue. Oui, mais ce n'est pas prévu par la Constitution. La Constitution a prévu une seule chose, deuxième mandat, et vous partez, monsieur. Un point et trait. Ou madame, c'est tout. D'accord. Ça n'a pas de sens. D'accord. Mais avant d'aller plus loin, d'abord, nous avions suivi l'allocution de M. Joseph Kabila, qui est le président en RDC pour le moment. C'est lui qui est un des initiateurs du dialogue, parce qu'il y a eu certaines... disons, confusion là-dessus, mais au moins, lui, il a convoqué les dialogues. Quelle est votre réaction par rapport à cette allocution? Pour moi, connaissant l'homme, il n'est plus à être présenté. Le dialogue, c'est bien sûr quelqu'un a rédigé pour lui. Ce n'est pas lui-même qui a rédigé. Il a des juristes, peut-être même des avocats, des professeurs. Ça a simplement été pour moi une occasion de grande tristesse. Parce que soit il n'a rien compris au mandat parce qu'il est arrivé par les armes,
Ou alors, il s'est dit, c'est un peuple que je peux manipuler, Bazaba Zoba, depuis longtemps. Parce que j'ai entendu dire que nous sommes un peuple idiot, Mibal sont des BMW. Je crois que vous connaissez l'expression. Ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer un peuple. Un peuple, c'est une force. Elle est plus forte qu'une armée. J'avais dit ça en 2006, quand il y a eu des rafales pendant que nous étions à la Cour suprême. À ce moment-là, j'étais avocat, un des avocats de Jean-Pierre Bemba. J'avais dit ça, et ça a été constitué comme étant une attitude d'une communiste, quelque chose comme ça. Et j'ai été arrêté, comme vous le savez. Non, il est vrai qu'un peuple, quand il se déchaîne, il n'y a personne pour l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et notre peuple va se déchaîner si au 20 décembre 2016, et encore, c'est trop tard, c'est un peu loin, qu'il n'y ait pas un nouveau président de la République, qui doit être un Congolais d'origine. Nous allons vérifier s'il est Congolais d'origine. Non pas parce qu'il est Congolais qu'il doit être nécessairement un président, mais que ce soit un Congolais qui doit faire du bien à notre peuple. Parce que pour moi, ceux qui sont avec l'actuel président, les Congolais, ils font du tort à notre population. Donc nous allons refuser tous ceux qui ont participé à faire du tort à notre population. Voilà ce que je pense. Merci. Parlons toujours du dialogue, parce que c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Pourriez-vous nous dire, parce que les Congolais se demandent, les vraies raisons de ces dialogues par rapport à la situation actuelle en RDC, selon les initiateurs? Les raisons de ces dialogues. Les vraies raisons. Si vous en connaissez. Nous observons seulement. Nous pensons que, après avoir fait l'observation, celle d'observer les comportements de la MP, la majorité présidentielle, depuis janvier, avec les 3 jours de grande tristesse, notre peuple, surtout la jeunesse, a été tué pour avoir dit non à la modification ou à la nouvelle loi électorale, où il y avait, nous nous rappelons, où il était dit que l'élection était soumise au recensement de la population. Et ça, la population n'a pas aimé. Elle avait compris, surtout la jeunesse. Elle est sortie dans les rues au mois de janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé? La jeunesse a été fauchée. De jeunes gens ont été tués. Et nous pensons que cela a été compris par le pouvoir en place. Et ils ont retiré cette loi, du moins cette partie-là, ces alinéas-là, qui fâchaient la population. Il y a eu beaucoup de tentatives pour le glissement. On a tenté de changer la Constitution. Ils n'ont pas réussi, ils se sont dit non, ça va être difficile. Il y a même eu un ouvrage sur la modification de la Constitution. Et je crois que vous vous rappelez du professeur Bochab qui a écrit cet ouvrage-là pour essayer d'aider l'actuel président à changer de constitution. Je crois que ça a été bien compliqué, ça ne marchera pas, bien que ces peuples soient insultés chaque jour par ceux-là qui nous gouvernent. Bon, de jour en jour, qu'est-ce que nous constatons? Surtout après, on apprend qu'on va convoquer un dialogue. D'un côté, il y a des Congolais qui se disaient, qui étaient d'accord pour le dialogue, mais issus du cadre établi par Nairobi. Mais finalement, avec la dernière ordonnance, la convocation du dialogue actuel, avec son format, c'est un dialogue convoqué par l'actuel président. Et c'est un dialogue qui, en fait, qui a pour ordonnateur, qui a pour, je pourrais dire, l'autorité centrale lui-même, l'actuel président lui-même. Si bien que les résolutions qui sortiront du dialogue c'est lui qui va opérer l'exécution de ces résolutions. Et finalement, l'UDPS, par exemple, si on doit citer M. Tshisekedi et son fils Félix, eux, ils ont souhaité que les médiateurs de ces dialogues soient quelqu'un qui soit
de l'ONU. Bon, ils ont espéré qu'il y aurait un médiateur au niveau international. Mais finalement, d'après l'actuel président, ces dialogues aura pour modérateur 2 modérateurs, l'un venant de la majorité présidentielle et l'autre venant de l'opposition. Alors, on ne sait pas. Nous avons dit, n'acceptez pas ces dialogues, parce que c'est un piège. Il y a longtemps que nous disons que nous parlons. Je ne sais pas si on a été entendu. Nous-mêmes, les Congolais, nous n'entendons pas. Comment est-ce qu'on peut accepter un dialogue avec quelqu'un qui est venu, par les armes, qui s'installe contre la vie de notre peuple, la majorité de notre peuple. Et dernièrement, les évêques ont évoqué l'application de l'article 64. Lorsque quelqu'un veut prendre le pouvoir par la force et l'exercer, par la force, c'est le cas aujourd'hui, l'article 64 a son pesant d'or. Et je suis étonné de voir, de lire que le procureur général de la République menace la population par rapport à l'évocation, simplement l'évocation de l'article 64, qui est constitutionnelle. Okay. Est-ce qu'en ces moments, parce que les gens se posent des questions, vous l'aviez mentionné tout à l'heure que 2 mandats sans plus, mais beaucoup de gens insistent sur les dialogues. Pourriez-vous nous dire si vraiment il y avait raison d'être de la tenue de ces dialogues et les rôles joués par rapport aux initiateurs, parce que vous avez cité 2, la MP et puis l'UDPS. Donc, si vous pourriez nous dire un peu, si vous en savez, ou vous en connaissez comment certains rôles, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle de chaque côté? Mais aujourd'hui, l'UDPS ne joue plus de rôle puisqu'ils ont déclaré qu'ils ne vont pas assister à ces dialogues. Parce qu'il n'est pas dans le format qu'eux voulaient, donc qu'il y ait un médiateur international. Non, l'UDPS n'est plus là. Mais aussi, c'est souvent, je pourrais dire, des contradictions quelque part. Il faut le dialogue. Comment on peut aller au dialogue sans avoir les termes de référence avant le dialogue? C'est ça la difficulté. Maintenant, il vient d'avoir les termes de référence. C'est une affaire uniquement de Joseph. Rien d'autre. Le piège que Joseph a attendu, mais nous le savions. Nous le savions. Moi, je pense que nous devons aussi, nous, Congolais, entendre ce que disent les Congolais. Écoutez la voix de la sagesse. Lorsque vous observez ce président, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive, il est président de la République le 26 janvier 2001. Moi, je me rappelle que le 25 janvier 2001, je suis passé sur une radio de l'Internet en France, à Paris, avec Mobé, Anissé Mobé. Et j'avais dit que si on veut que cet homme soit président de la République, mais alors qu'il soit à titre d'intérim, simplement. Et après, qu'il y ait qu'on organise 2 élections, une élection présidentielle pour avoir un véritable président. C'était le 25 janvier que nous avons dit ça. Anissé Mobé peut bien se rappeler. Et si c'est possible, peut-être qu'on a aussi il peut y avoir le trace de cette rencontre-là du 25 janvier 2001. Il devient président de la République. Le 26 janvier, il prête serment. Par rapport à laquelle fait antérieure, comment est-il devenu président de la République? À la suite de la mort de Laurent Désiré Kabila. Mais la vérité doit éclater. La mort, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila pèse sur sa personne. Et puis de l'autre côté, nous avons le droit de dire aux hommes congolais, soyez sérieux dans votre vie. Lorsque vous êtes un homme politique, mais soyez sérieux. Vous nous amenez des gens, des enfants qui ne sont pas vôtres et qui viennent se venger sur leur soi-disant père contre toute une population. C'est le cas du Congo. Ça va durer pendant combien de temps? Non à M. Kabila. Non et non. Et non. Nous disons non. Pas de glissement pour qu'il soit encore au pouvoir après le 19 décembre 2006. Nous disons non. Et que notre peuple soit prêt pour user de son pouvoir de souverain primaire pour vraiment l'arrêter par rapport à ce qu'il veut faire. S'il veut un dialogue, je pense que cette fois, comme l'UDPS refuse, ça sera un dialogue avec la AMP. Est-ce que c'est normal, ça? Si M. Kabila a un message important à léguer
ou à livrer. Et il a son Parlement. De toute manière, il a changé les détours de l'élection présidentielle en un seul tour. Donc, en un tour de main, il peut donner le message et son Parlement va nous annoncer ça. Donc, si je vous suis bien, et selon la compréhension de ce que vous dites, la seule raison d'être de ce dialogue, si pas de la convocation de ce dialogue, serait la facilitation de Joseph à rester au pouvoir. Bien sûr, je ne veux pas une autre raison. Quand quelqu'un a été capable, d'opérer des fraudes en 2006, pour qu'il soit congolais et pour qu'il soit président, lui qui n'est pas connu par les Congolais, lui qui ne connaît pas nos traditions, lui qui est rwandais, il devient président de la République, lui qui n'a pas étudié, qui n'a pas notre niveau, je dois le dire. Les Congolais ont été formés. Et ceux qui sont formés, nous les connaissons. Nos parents ont dépensé de l'argent pour nos formations. Et c'est celui-là qui est le moins formé, le plus inconnu de tous, c'est lui qui devient président de la République. Il faut être vraiment idiot, je ne dirais pas idiot, vraiment, donc sans aucune intelligence pour comprendre que Kabila était réellement élu en 2006 et en 2011. Face à Étienne Tshisekedi. Des fraudes, fraude sur fraude. Et j'ai dit en même temps aussi à la communauté internationale qu'aujourd'hui le Congolais a grandi. Les Congolais ont grandi. Ne venez plus soutenir l'insoutenable. Il y a des fraudes. Un président qui n'a pas étudié, il devient président de la République parce que simplement il peut ouvrir le pays au pillage. C'est vrai, c'est le meilleur président de la communauté internationale parce que vous en profitez. Vous venez piller toutes les matières chez nous et un peuple qui est aujourd'hui abandonné à son propre sort. Nous disons non. Et puis je peux ajouter, qui que vous soyez dans la communauté internationale, la mort nous attend. Nous tous, nous mourrons un jour. Bien. La RDC tout entière patauge en ces moments, étant donné la situation actuelle de la convocation du dialogue, si pas de l'initiation du dialogue. Mais dans l'enlisement actuel, croyez-vous que la RDC pourrait se sortir la tête haute, la tête digne de cette situation qui a été créée par les politiciens congolais? Non, il ne faut pas parler de tous les politiciens congolais. Moi, j'ai une femme politique, mais je n'ai rien créé dans le Congo. Non, ceux qui sont là en place, enfin, ceux qui ont facilité cette... enfin, c'est pataugeage, je ne sais pas comment dire. Oui, mais là, il y a la dynamique de l'opposition qui n'est pas dedans, qui a refusé le dialogue. Je pense que du côté de la MP, ils voulaient avoir Tshisekedi avec eux. Et c'est dommage, parce qu'il devait être le monument qui devait représenter les combats de l'opposition. Parce que lui-même, s'il peut se rappeler, il avait dit, en 2016, et les gens disaient, mais Mayena Rwanda. Écoutez, tout cela est compréhensif. Et aujourd'hui, il va parler avec celui-là qui devait ramener au Rwanda, que lui-même a accepté. Non, 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 non. Et puis quand on se trompe, on fait marche arrière. Il faut faire marche arrière. Et puis, nous ne devons pas, le peuple ne doit pas être l'otage d'un homme politique. Non, cela doit cesser aussi. Le peuple a des aspirations que nous avons l'obligation de défendre et d'amener à sa fin, à bon port. Ce n'est pas encore le cas pour le peuple congolais. Bien. Maintenant, les implications juridiques et constitutionnelles par rapport à l'échec de la convocation du dialogue, quoi pourrait-elle rimer? Le dialogue est convoqué, ce n'est pas encore un échec pour eux. On ne sait pas, parce que nous avons appris, et ça c'était le message de Gabriel Mokia, qu'il y a ceux qui se disent opposants qui vont aller à ces dialogues parce qu'il y a quelques dividendes. Sur le plan constitutionnel, je l'ai dit au début, le dialogue n'est pas prévu par la Constitution, donc il n'y a pas d'effet constitutionnel. Il n'y en a pas. La seule chose dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle, et on sait que c'est 3 mois avant la date prévue pour la prestation de serment, et c'est ça ce qu'ils voudraient laisser tomber. Or, pour nous, c'est ça la chose la plus importante, parce que c'est prévu par la Constitution. C'est la seule occasion où nous pouvons dire que, messieurs, il y a une Constitution que vous-même vous avez promulguée, vous la respectez. C'est votre propre parole.
C'est en Afrique seule où on voit que un président promulgue la Constitution, faite sous son propre régime, et il ne veut pas la respecter parce qu'il n'a plus goût au pouvoir. Non, 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 non. Il y a eu Napoléon, il est parti, hein. Il a brillé. Il y a eu Louis XIV, il a brillé, il est parti. Il y a eu De Gaulle a exercé le pouvoir en France. Il est parti. On doit savoir partir, sauf l'Africain, et surtout l'Afrique noire. Nous, notre peuple de l'Afrique noire doit se mettre debout. Oui, c'est vrai, c'est dur, les gens ont peur. Mais il y a une affaire, les autres peuples où nous nous trouvons ici en Europe, par exemple ici en Grande-Bretagne, ils se sont battus pour qu'il y ait un régime, pour qu'il y ait un régime constitutionnel. Mais maman, on dit que le pouvoir ne se donne pas, et il se gagne. Il faut se battre pour avoir le pouvoir. On ne le donne pas gratuitement comme ça. Le pouvoir n'est pas encore donné au peuple congolais. Il n'est pas donné. Et la Constitution ici, ça a été un combat. Et je peux vous dire aussi, même l'opposition, nous, en tant que Congo-Pax, Parti Congo, nous nous sommes battus pour que l'opposition politique soit inscrite dans la Constitution. Les journaux de Kinshasa sont là, le Forum des As potentiels. D'ailleurs, à l'époque, il y a les journalistes, il y a des images qui me disaient, mais madame, est-ce que vous ne rêvez pas? On a dit, il faut commencer par un rêve. Aujourd'hui, l'opposition politique est inscrite dans la Constitution. C'est un combat. Donc, tout est fonction de ce que nous pouvons faire, de notre volonté, la volonté commune, la volonté collective. Sortir de ces bourbiers, c'est possible. Si monsieur le président actuel est de bonne foi, il peut vraiment balayer son dialogue et respecter la Constitution, accepter l'organisation de l'élection, non seulement les élections législatives, mais aussi l'élection présidentielle, à des termes convenus. Puisque chaque année, en principe, on mettait de côté 200 millions de dollars pour les élections. Où sont partis ces fonds? Où sont partis ces fonds? Les Congolais géraient, pardon, je voudrais terminer. Les Congolais géraient comme une chambre dans une maison. Ils ont acheté des avions, ils ont construit un immeuble pour le gouvernement, c'est ce qu'ils ont expliqué. Les Congos perdent des milliards chaque année. Quand le budget national est de 7 milliards, mais c'est terrible. Quand un individu, on nous a lu dans le magazine Forbes, un président à 15 milliards de dollars du Congo, il est venu pieds nus. On devait le dire, le dénoncer, parce que c'est notre pays. Moi, je partirai un jour, je mourrai. Mais que notre peuple sache qu'il ne faut plus se laisser faire désormais. Nos enfants, depuis l'indépendance, finalement, c'est quoi? Nous ne sommes pas indépendants. Qui est indépendant au Congo? Tu ne peux pas parler, tu n'as même pas le droit de parler, de dire ça ne va pas. C'est la pensée unique qui règne. Sous Mobutu, c'était la pensée unique, encore que lui n'a pas livré les pays au pillage. Aujourd'hui, les pays livrés au pillage, nous avons une certaine élite autour de Kabila qui dit n'importe quoi, qui veut que les Congolais soient encore soumis à la dictature après 2016, 2 ans ou 4 ans. Non, 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 non. Mes chers compatriotes, vous savez, nous avons commis beaucoup de bêtises en tant qu'élite. Réfléchissez quand vous dormez. Simplement parce qu'il faut nourrir le ventre. Vous croyez que nous-mêmes, nous n'avons pas faim. Nous disons non à l'argent sale. Et vous voulez gérer ces pays, continuer à gérer ces pays avec de l'argent sale. Ok. Maintenant, il y a eu quand même un grand rôle joué par la communauté dite internationale qui l'a soutenu pendant très longtemps au pouvoir. Et aujourd'hui, une grande partie de cette communauté internationale souhaiterait qu'il respecte la Constitution. Mais avec les tactiques de l'appel au dialogue, nous voyons qu'il voudrait rester, d'ailleurs, selon ses propres dires, il souhaiterait rester jusqu'en l'an 2030 pour essayer de continuer son programme. Lequel, ça c'est à vous de nous dire. Mais maintenant, par rapport à ces manœuvres, quelles seraient les conséquences par rapport à la RDC et la communauté internationale quant au refus, par exemple, de Joseph de pouvoir partir selon les délais initiés? Joseph partira. Il partira. Même s'il refuse de partir, il partira. Mais il est sur un arbre. On va secouer l'arbre, il va tomber.
Si on s'écoute très fort comme le cocotier, mais les cocotiers vont tomber, le noix de coco vont tomber, bien sûr, il faudra faire attention à la tête. Ça peut tomber sur la tête, mais il doit partir, il partira. Nous continuerons à instruire notre peuple pour qu'il mette un terme à cet esclavage. C'est un esclavage qui ne nous honore pas. Comment est-ce qu'un peuple... Dites-moi aujourd'hui, si notre peuple ou la jeunesse étudie vraiment, est-ce que notre peuple a un accès facile aux soins de santé? Quel est le travail, le devoir régalien d'un pouvoir? Est-ce qu'il y a la sécurité? Quand vous lisez tout le temps, on vous dit, voilà, à Béni, on a tué 14 personnes, on a tué 20 personnes, on a tué 23 personnes. L'ADEF, les rebelles ougandais sont là en train de tuer les Congolais. L'armée rwandaise entre surtout par Bunia pour venir piller le coltan, l'or, tuer les gens dans des villages. C'est comme s'il n'y a jamais eu de pacification. Nous avons près de 20 000 personnes de la MONUSCO, 20 000 militaires de la MONUSCO. Franchement, ils ont fait certainement un travail, mais à quoi est-ce qu'ils servent? Beaucoup sont à l'Est. Et à Bunia même, il y a la MONUSCO. Mais l'armée rwandaise entre avec le C-130 à l'aéroport de Bunia et il se disperse dans la population ou en forêt pour aller prendre le coltan. En tuant les Congolais. Mais ça doit se terminer. Nous voulons que M. Kabila quitte le pouvoir. Il a suffisamment bénéficié du Congo. Le Rwanda contrôle le Congo. Et ça suffit. Et nous ne voulons plus d'un autre Rwandais après Kabila. Non. Même s'il est le plus intelligent du monde, non, parmi les Congolais, on peut en trouver. Il y a des gens, il y a des cadres qui sont merveilleux. Mais c'est que nous voulons pour que nous soyons sûrs de la protection dans notre pays, que des éléments militaires qui ont été bien formés, qu'ils se communiquent, qu'ils se regroupent quelque part pour préparer l'après-régime de Joseph. Si on ne le fait pas, si on n'a pas cette intelligence, ça sera triste parce qu'à ce moment-là, notre peuple ne saura pas où aller. Nous avons besoin, ne fût-ce qu'un minimum d'organisation militaire pour le pays. L'article 64 voudrait dire tout ça aussi, que les Congolais doivent s'organiser pour récupérer le pays, protéger le peuple, protéger les frontières. Semble-t-il qu'à l'Est, les frontières sont en train d'être égratignées. Mais c'est là. Ça changera parce que dès que le pouvoir revient entre les mains des Congolais, des vrais Congolais, nous devons nous dire que ce sera des vrais Congolais capables de craindre Dieu, parce que celui qui craint Dieu va craindre le peuple. Alors là, nous pouvons dire que le Congo va redémarrer à ce moment-là une nouvelle vie que nous n'avons pas aujourd'hui. D'accord. Nous notons un grand tiraillement entre le pouvoir et la dite opposition, parce que souvent on reprochait à l'opposition d'être complice du pouvoir. Maintenant, nous remarquons un tiraillement, d'où il y a eu la création du G7, il y a eu une opposition, comme on dit, la dynamique de l'opposition. En ces moments, est-ce que vous avez des soupçons, des relations entre la dite opposition, si pas la dynamique de l'opposition et le pouvoir? Quelles sont les relations actuelles entre les deux? Les relations entre, par exemple, le pouvoir et le peuple, les relations entre l'opposition et les peuples. Est-ce que vous avez quelques idées sur ça? La dynamique de l'opposition, c'est clair qu'elle ne veut pas de ces dialogues-là. Elle fait un effort pour démontrer une face, disons, crédible par rapport à la population. Le G7, ils viennent de signer un accord de front commun pour se battre contre l'actuelle dictature. Moi, j'apprécie, je félicite le G7 parce qu'ils ont quitté la mouvance présidentielle dont ils savaient déjà que ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour notre population. C'est déjà
c'est un grand pas de leur part, et pour se battre pour que les choses changent, c'est-à-dire que le régime Kabila tombe. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils font leurs interviews, du moins celles que j'ai suivies jusqu'à présent. Et le pouvoir a dédoublé leur parti politique. Voilà une autre manœuvre. Voilà un pouvoir qui est là rien que pour faire du tort, pour que lui soit toujours au pouvoir. Non, 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 c'est sale. C'est vraiment sale. Et vous qui le faites, vous qui êtes des Congolais, qui accompagnez tous ces méfaits, non, nous regrettons. Vous nous donnez, vous nous offrez un spectacle douloureux. Et si vous m'entendez, si jamais un jour vous m'entendez, sachez que c'est triste. Mais nous sommes deux mamans, je suis une maman. Ma prière à moi, que votre régime tombe. Et le plus tôt possible, que Dieu nous entende. Dieu entendra, parce que c'est lui qui accompagne l'univers, c'est lui qui a créé l'univers. Quand vous n'avez pas peur de votre peuple, vous ne le respectez pas, vous n'êtes pas à votre place. Nous voyons un peu une mobilisation de l'opposition et la dynamique de l'opposition du G7 par rapport à la population pour essayer de préparer les événements qui viendront. Croyez-vous seulement que ces peuples-là pourraient répondre à l'appel tant entendu d'elle, pardon? Non seulement qu'il va entendre cet appel, le peuple lui-même veut ça. Quand vous allez à Kinshasa, moi j'appelle Kinshasa, les gens viennent de Kinshasa et ils nous disent le peuple congolais a changé. Il parle haut et fort ce qu'il ne pouvait pas dire il y a un an. Non, le peuple a changé. Le peuple veut le changement. Et de toute manière, si l'opposition politique, la vraie, blaguait sur ses relations avec le pouvoir, eh bien, elle sera vomi. Et moi, je soutiendrais le peuple qui vomirait un opposant qui fait autre chose que ce qui est attendu de lui. C'est un combat qui est dur. Et ça, c'est vrai. Mais si on se serre le coude, le pouvoir, l'actuel pouvoir des dictatures, l'actuel pouvoir tortionnaire, il tombera et il n'est pas plus fort que Mobutu qui est tombé, qu'eux-mêmes ont fait tomber. Okay. S'il y a une force en RDC et d'ailleurs partout dans le monde qui pourrait mobiliser autant du monde, ce serait la masse catholique, l'Église catholique. Nous avons vu la réaction de la Cinco. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont vos analyses et commentaires là-dessus? La Cinco est montée, elle est montée vraiment. Et on peut croire même que ce sont des opposants qui ont fait le texte, mais c'est ça l'Église. L'Église doit être du côté du faible. L'Église doit être du côté de l'opprimé. Et c'est ce que fait l'Église catholique, la Cinco, chez nous. Moi, je félicite l'Église catholique. J'ai vu des gens écrire contre l'Église catholique. En fait, c'est parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Dans beaucoup de pays, l'Église ou les églises ou les confessions religieuses se sont battues à côté de peuples opprimés. Le peuple congolais est un peuple opprimé. Il ne peut choisir que le camp des opprimés. Et je te dis que c'est vraiment une nouvelle donne pour l'Église catholique. Parce que dans les temps, on avait l'impression que l'Église était du côté du pouvoir. Aujourd'hui, l'Église catholique est du côté des opprimés. Le peuple de Dieu qui est opprimé aujourd'hui par l'actuel pouvoir. Où sont les écoles que le pouvoir a construites? Où sont ces écoles? Où sont les hôpitaux? La ville est sale, la capitale est sale. Il n'y a pas d'argent pour nettoyer la ville de Kinshasa. Beaucoup de gens disent que l'Église catholique quand même a échoué à sa mission parce que après avoir déclaré que les élections ont été remportées par M. Tshisekedi et le peuple congolais, l'Église catholique s'est rétractée en quelque sorte de son combat pour essayer de faire valoir et prévaloir la victoire. Mais non, l'Église catholique, j'ai suivi. L'Église catholique avait 30% de preuves. C'est par rapport aux témoins, le bureau de vote. Ils ont eu 30% de témoins. Maintenant, il a fallu que les opposants complètent la partie qui manquait. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas été à mesure de compléter ce que l'Église catholique avait déclaré. Parce que quand les preuves sont absentes, vous voulez que l'Église fasse quoi? Et c'est toujours la fraude, puisque 2011, même les observateurs internationaux ont reconnu la fraude. Ils ont reconnu la fraude.
Mais la conclusion, par exemple, de la fondation Carter dit que ça n'a pas d'influence sur l'arrivée des candidats. Ça n'a pas d'influence. Et tout cela a été très décevant. Et ça fait quoi? Kabila est passé. Et j'ai dit la même chose comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que quelqu'un qui vient dans un pays, à pied, il est pieds nus, 3 ans après, il devient président de la République. Et la communauté internationale, nous devons le dénoncer quand ça ne va pas. Il y a des choses qui sont bonnes au niveau de la communauté internationale. Ils ont même envoyé une armée qu'ils appelaient UFOR pour le soutenir. J'étais sur le terrain. On en reviendra, maman. On prend un moment de break, de pause pour revenir. On va repartir sur UFOR tout à l'heure, comme ça, s'il y a moyen d'aller vers la technique là-bas qui nous fait un petit break pour le moment. Merci. Merci. Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, ngai le lope na recevoir box na ya Sepela TV. Mais au point ni na fait na recevoir ango, pour na remarquer qui na Vodacom best of the best. Ba fan ba bono komelanga, moi na tuni ozapi, on a à Londres. Mais au talango nini. Mais sur Sepela TV, hi, hi. Au moins ni ba binga coûte grâce à Sepela TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, bino nyosu boza kuna oza nangote bozwango parce que kuna bozo ba update ya musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya papa dit I can wait to see a smiling face and your little hands papa G Sepela TV Sepela. Okay, watch Sepela TV or get it because I have it. Bye. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Congo. De retour et en direct sur www.congosynthèse.com, www.toleka.net et www.ukcongo.com. Et encore nos amis de l'extérieur, Softcan's Canada, Toronto, Popondigbo Canada et Inda, Timo Provision Stone UK et Congo Millennium Irlande. Ce sont des réseaux qui nous relaient, et qui font de nous aussi cette force que nous sommes aujourd'hui. Alors, nous étions en train de parler avec maman Marie-Thérèse Landou, maître Marie-Thérèse Landou, de la situation de la randonnée politique en RDC. Pour ceux ou celles qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous avions un peu essayé de disséquer certains points du dialogue, de la convocation du dialogue par Joseph Kabila, les implications qui en ont été faites, qui en émanent encore aujourd'hui. Et peut-être nous allons essayer maintenant de voir si dialogue devrait exister, si vraiment dialogue pourrait apporter solution. Alors la suite avec maître Marie-Thérèse Landou, qui avait la parole parlant de la conséquence des élections passées. Et il y avait UFOR. UFOR, c'était la force européenne qui était. Je me souviens encore, maman, que le jour où vous êtes allé au tribunal, au parquet des grandes instances, pour essayer de revendiquer la victoire de Jean-Pierre Bemba, et nous avons vu, sous peur de vous voir être tués, les hélicoptères de UFOR qui décollaient pour venir essayer de terroriser la population. Vous avez la parole avec UFOR, vous pouvez continuer.
Oui, j'étais sur place et nous avons vu que l'élection de 2006, c'était pour élever Joseph. Ce n'était pas pour le peuple congolais. C'était uniquement pour les intérêts de la communauté internationale. Nous le savons. Je voudrais aussi que la communauté internationale prenne conscience que nous sommes un peuple qui réfléchit. Nous n'avons plus la mémoire courte comme on le disait dans le temps. Nos enfants, ils savent maintenant ce qui se passe et ce qui s'est passé dans le temps. Et après, nous, nos enfants, continueront à parler, dire ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant. Que cela ne se reproduise plus. Que notre peuple refuse la prochaine fois, même s'il faut mourir. Il faut que maintenant les pouvoirs reviennent à notre peuple, qu'ils aient leurs propres représentants, qui doivent travailler pour eux, bien sûr dans le respect du droit international. C'est que je n'ai jamais compris. La Belgique a formé des cadres. Moi-même, je suis un cadre formé par, je pourrais dire, l'éducation belge. Mais le cadre formé par la Belgique ou au Congo ne sont pas soutenus. Pourquoi la Belgique soutient-elle des gens qu'elle n'a pas formés et qui viennent nous faire du tort, mais avec lesquels la Belgique politique, principalement, certains politiques font des deals. Pourquoi? Il faut le dire pour que demain les choses changent. J'étais en Belgique le jour où Louis Michel, à l'époque ministre des Affaires étrangères, a dit il faut que le pouvoir de M. Kabila soit légitimé. Ce jour-là, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, on est perdu, on est foutu. Parce que quand on va le légitimer, c'est pour l'aider à rester au pouvoir le plus longtemps possible. J'espère que cela ne va plus se répéter. Parce que nous avons compris et nous comprendrons toujours. Merci. Nous avions vu l'UDPS, partie prenante du dialogue inclusif, qui a été saboté ou négligé par Joseph. Mais maintenant, l'UDPS s'est retiré de ce dialogue. Est-ce qu'il n'y aurait pas de conséquences politico-sociales par rapport aux relations entre l'UDPS et comment la dynamique de l'opposition et le peuple qui voudrait ou souhaiterait regagner le pouvoir pour le peuple? Je n'ai pas très bien compris. Si j'ai compris... Le fait que l'UDPS se soit retiré du dialogue, bien qu'elle ait été partie prenante, est-ce que cela n'entraînerait pas des relations un peu mitigées entre l'UDPS et l'opposition et l'UDPS avec le peuple? Non, l'UDPS a toujours été solitaire. Hein. Je ne sais pas si vous avez un seul, je ne sais pas, seule occasion où l'UDPS a été avec les autres. En dehors de l'élection de 2011, où l'UDPS a été soutenu. L'UDPS a toujours été solitaire. Il ne s'associe pas aux autres. Et pour quelle raison? Eux-mêmes connaissent leurs raisons. Comme maintenant, par exemple, ils ont voulu le dialogue. Il ne s'est pas associé avec les autres. Ce sont les autres qui sont partis les rejoindre. Parce que pour moi, le combat pour, je dirais, le changement au pays doit être un combat où il y a une certaine solidarité. L'UDPS n'est pas solidaire. Je ne sais pas si vous avez... Peut-être que je me trompe, mais dites-moi quand est-ce qu'elle a été solidaire avec les autres. La seule chose qui s'est faite, c'est être soutenu par les autres. Mais elle ne va pas vers les autres. Je n'ai pas encore entendu ça. Quel motif pourriez-vous nous dire par rapport à votre conception de l'affaire, du dialogue, du retrait de l'UDPS, s'il y a certains motifs vraiment à part, peut-être le fait que ce ne soit pas une convocation du dialogue inclusif? Non, je pense que le fait qu'il n'y a pas de médiateurs internationaux, peut-être que c'est ça. Je pense que c'est ça, parce que je ne suis pas dans le corps de l'UDPS. À un moment, on a proposé Dos Santos, on a proposé Kofi Annan. Ce sont des médiateurs internationaux, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, même s'il y a un médiateur international dans cette affaire du dialogue, il y aura toujours un piège quelque part là. Lorsque quelqu'un a fraudé contre son peuple, contre la Constitution,
contre la vérité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Nous nous disons en droit, fraus omnia corrompit. Donc la fraude corrompt tout. À partir du moment où on a la preuve qu'il y a eu fraude, soyez sûr que cette personne doit continuer à faire la fraude jusqu'à la fin. La présence de l'actuel président, quel est le bien que ça fait à notre peuple? Mais nous savons que beaucoup ont été tués, surtout à l'Est, et beaucoup continuent à être tués. Beaucoup d'hommes politiques ont été arrêtés parce que vous n'avez pas le droit de parler. Qu'est-ce que notre indépendance nous a amené? Est-ce qu'ils respectent l'esprit de père de l'indépendance? Parce que quand nous chantons l'hymne national, à la fin nous disons « Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. » Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à léguer ces serments de liberté. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, cette présence de Kabila au pouvoir, même si c'est soutenu? Non. Non, 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 non. Nous sommes à l'étranger, des gens comme nous. Et nous sommes nombreux à l'étranger. Le cadre du Congo. J'avais commencé à former les avocats. Je ne sais plus le faire aujourd'hui. Qui perd? C'est notre peuple qui perd. Qu'est-ce qu'on gagne? Le docteur Mukwege, un homme brillant, non seulement ça, mais il vole au secours de la femme détruite. Dans un premier temps, le film qui a été fait par Michel n'a pas été diffusé. C'est maintenant seulement qu'on accorde l'autorisation de diffuser ces films-là. C'est une honte parce que s'il y avait un véritable gouvernement, devrait recevoir un homme comme lui. Il n'est pas reçu. Il n'y a pas seulement le docteur Mukwege. Il y a le docteur Kayembe, je pense. Comment il s'appelle? Non. Mouyembe, le docteur Mouyembe, qui vient de recevoir le prix Pfizer de la Society, British Society, ici en Grande-Bretagne, à Londres, parce qu'il a géré le virus Ebola. Et pour ça, ici, la société savante britannique veut le reconnaître. Il a reçu un prix. Et je n'entends même pas ça. Je n'entends pas parler de ces prix au Congo. Nous avons des gens de qualité, de haute facture. Notre gouvernement, le régime actuel, en fait, c'est un régime qui n'aime pas les valeurs, qui n'aime pas les gens brillants, qui n'aime pas les scientifiques. Jusqu'à quand? Congolais. Congolais, oui. Étrangers, oui. Oui. Bien, n'aime pas des gens brillants, mais il y en a un qui est aussi brillant, que vous connaissez, et qui ne serait pas possible d'oublier en ces moments, qui a été un de vôtres. Je crois que mon ami Déo déjà commence à rigoler. C'est notre cher ami Nemona Ntsemi. Il est de retour, bien sûr. Nous avions eu à traiter de son dossier ici longtemps. Après des menaces, des malédictions concernant votre égard. Mais il est de retour. Il avait dit qu'il s'est retiré, il se refroidissait, et d'un coup, il se réveille, il se réchauffe. Il dit il est de retour en politique, et il revendique le poste de la vice-présidence, et il soutient le dialogue, la tenue du dialogue. Pour vous, quelles sont les motivations le poussant à retourner en politique et sous quelle étiquette revient-il en politique? Parce qu'il a été voté sous l'étiquette Congo Pax. En partant de Congo Pax, il s'est refroidissé. Et en revenant, nous ne savons pas sur quelle étiquette il revient. Pourriez-vous nous dire si c'est encore un désaccord avec Congo Pax ou non? Et s'il y avait des motivations vraiment derrière son retour? Merci. Mon ancien retour en politique. Vous savez, de façon générale, les hommes politiques n'aiment pas. Et c'est normal qu'ils reviennent en politique. Parce que je sais que quand il a dit qu'il partait, moi je dis non. Oui, je me souviens, ouais, vous avez dit que... Il reviendra parce que c'est ça l'homme politique, parce que de façon générale, lorsque un idéal n'a pas été atteint, je crois que c'est ça, et on revient. On revient. Je m'attendais à ça. Mais sous quelle étiquette? La vôtre ou bien... Non. Son parti, BDM, a été reconnu par l'État. Oui, mais
revenons un peu sur la logique des choses. Quand il a été voté au Parlement, c'était sous Congo Pax. Tout à fait. Ce n'était pas sous BDM. Maintenant que vous avez rompu vos accords, si c'était dans un autre pays comme celui-ci, normalement, ils auraient eu des by-elections. Donc, retour, des nouvelles élections juste sur son poste. Mais là, il revient d'un coup comme ça, on ne sait pas, en tant qu'indépendant, est-ce que ça se fait normalement? Non, parce que j'ai suivi quand son parti a été reconnu, c'était Bochab, hein, il a été reçu par Bochab. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Bon, qu'est-ce qu'on y peut? Les choses se passent selon que le pouvoir le veut. Je pense que c'est une épée de Damoclès qu'ils ont mis sur sa tête. Le pouvoir veut lui faire comprendre que nous vous donnons la reconnaissance, mais en contrepartie, j'ai même entendu en contrepartie, il faut respecter les lois de la République. Je crois que cette fois, il va respecter les lois de la République. Et je lui conseille vivement qu'il respecte les lois de la République parce que c'est la seule protection que nous avons aujourd'hui. Sinon, il va rentrer dans l'arbitraire d'un pouvoir capable, qui tue chaque jour déjà, donc capable de lui faire beaucoup de tort. Bien. Si jamais il devait revenir, qu'il y avait ces dialogues et qu'on lui octroyait le titre de vice-président, ma question aussi, mon inquiétude d'abord, est-ce qu'il existe un poste de vice-présidence dans la constitution actuelle de la RDC? Et si oui, d'accord, si non, mais comment pourrait-il revendiquer ce poste? Il n'y a pas de poste de vice-président dans la Constitution. Il n'y a que le président est suivi du Premier ministre, c'est tout. Bon, peut-être qu'on allait modifier la Constitution selon ce que lui souhaitait. Je ne connais pas les véritables enjeux que lui, peut-être il sait quelque chose, je ne sais pas, mais même s'il savait quelque chose, je vois très mal que le peuple congolais actuellement accepte qu'il y ait un poste de vice-président et qu'on le lui confie. Je ne vois pas ça. Ça fait partie des choses qui ne vont pas se faire. En tout cas, pas avant 2016, le 19 décembre 2016. Ça ne se fera pas. OK. Parmi ces revendications, quand il s'est retiré de la politique et surtout de la tenue, enfin, de la manœuvre du dialogue, il avait dit que, parce qu'il avait Joseph Kabila qui n'était pas intervenu lorsqu'il a été calmonné de prise je ne sais pas, de la somme de 2 millions, quelque chose comme ça. Et surtout, son point primordial était d'abord l'arrestation des membres de BDM, dont vous avez été l'artisane, s'il faut, de la défense, s'il faut le dire ainsi. Est-ce que maintenant, ces revendications ont été satisfaites, raison pour laquelle il revient, ou bien c'est juste une promesse qui a été faite, peut-être qu'il pourra être satisfait en retour dans les prochains jours ou les prochains mois? Je ne suis pas dans le secret de... Non, selon votre analyse. D'accord. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais peut-être qu'avec tout ce qu'il a pu faire, il a pu obtenir la reconnaissance juridique du son parti BDM. Ouais. Et de son libre mouvement dans les territoires Bakongo. Oui, je crois que c'est ça, c'est parmi certainement les retombées du soutien qu'il a apporté à Joseph. Je ne sais pas dans quel terme, mais on a vu qu'il y a eu un soutien, il a été reçu, et tout à coup, lui qui était interdit d'aller dans le Bas-Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Bas-Congo, c'est Congo central. Bon, il a été autorisé. Je ne sais pas trop. Les gens, je voudrais apporter ici une précision. Les membres de Bundia Congo qui ont été arrêtés en 2002 et libérés en 2004, c'est un autre dossier. Ceux-là ont été tous libérés. Ils étaient à la prison de Makala. Ils étaient 40 au total. Ils ont été tous libérés. Mais maintenant, les membres de Bundia Congo qui sont en prison, ce sont ceux-là qui ont été arrêtés en 2007-2008. Ce sont ceux-là qui sont encore en prison. Oui.
non seulement à Kinshasa, mais aussi dans le Bas-Congo. D'accord. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Selon ce qui s'est passé, nous avons vu quelques réactions du côté politique de la MP, du côté politique de l'opposition. Quelque chose d'étrange. Hier, Félix Tshilombo Tshisekedi a été un des partenaires de la tenue du dialogue. Aujourd'hui, les Congolais l'ont quand même, il faut le dire, massacré d'insultes, saccagé de ceci, maltraité, martyrisé. Et aujourd'hui, nous voyons la mère Mende qui sort de son lit comme toujours, traitant Félix de dictateur, dire que si comment la proposition, l'appel du dialogue échoue, c'est à cause de son esprit du dictat au sein de l'UDPS. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? C'est la déclaration d'un individu. Mais il parle au nom du pouvoir. Ce que je sache, ils n'ont rien à dire à un fait privé qui est le parti politique UDPS. Ils n'ont rien à dire. Je trouve que c'est une sorte d'empiètement. Est-ce qu'ils avaient des attentes? Est-ce qu'ils avaient des accords qu'ils n'ont pas respectés ou bien comment? Oh, je ne sais pas. D'abord, nous n'avons pas apprécié le rapprochement entre l'UDPS. L'UDPS doit le savoir. Entre l'UDPS et le pouvoir. Parce que l'UDPS, pour nous, c'est un recours, comme je l'avais dit, c'est un parti, je dirais, aîné de l'opposition. Et ce qui arrive aujourd'hui, ça aurait pu ne pas arriver. Simplement, nous avoir écouté, ils n'ont pas écouté. Et là, si M. Mende parle, disant que le chèque du parti vient de Félix, écoutez, je trouve qu'il parle en dehors de la ligne qu'il devrait avoir, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir dans un parti politique. Si Félix est dictateur, il est dictateur dans son parti, où il y a des problèmes de pouvoir. Eux, ils gouvernent le pays, ils n'ont rien à voir avec un parti politique. Surtout pas avec l'administration d'un parti politique. Ça c'est un peu de passer le borne. Mais pour conséquence, nous apprenons depuis hier que M. Kimbuta, le gouverneur de Kinshasa, a interdit aussi la tenue des meetings de Félix et de M. Mavungu. Mais moi, mon problème est que si Félix a été mal jugé de la population et maintenant le pouvoir aussi, le pauvre, s'il faut le dire ainsi, où est-ce qu'il se situe maintenant? Est-ce qu'il a été mal compris ou il s'est fait mal comprendre ou bien lui qui s'est mal comporté? Parce qu'il y a maintenant un Kimbuta officiellement, on a le texte interdisant Félix les meetings. Mais c'est normal puisqu'ils se sont retirés du dialogue. Ils allaient être une sorte de pilier. Des piliers de ces dialogues. Maintenant, c'est un gros pilier. Hein? Écoutez, une maison qui a 4 piliers, par exemple, il y en a un qui n'est plus là. Ça fait quoi? Donc, ce pilier n'est plus là. Et ils sont en colère, en fait. C'est ça, ils sont en colère. Mais lorsque vous voyez de tels effets, de telles manifestations, on fait quoi? Mais retirez votre texte du dialogue, puisque ça ne donnera rien. Nous avons déjà dit que ça ne donnera rien. Et ça ne donne rien, ça a commencé à ne rien donner. Et pourquoi en vouloir à Félix ou à son père? Non, ils sont totalement à côté. Et l'interdiction du meeting, mais c'est normal puisqu'ils en sont toujours comme ça. Le G7 s'est retiré de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce qui se passe? L'actuel président a la même mise sur l'armée, sur la police, au Katanga. Et une fois... c'est l'UNAFEC. Kyungu de l'UNAFEC était dans une église et il a été entouré par la police. Et après on dira non, on était en train de chercher quelqu'un, une église entourée par la police. C'est parce que justement, aussitôt les gens nous ont décrit par ici, avec les médias sociaux, ils ont compris que ça ne va pas, il faut se retirer. Comment est-ce qu'un président peut avoir la même mise sur la police, la même mise sur l'armée? Aujourd'hui, qui peut parler au Congo? L'armée, c'est son instrument. Déjà ça. Il a sanctionné le G7. Il a dédoublé le parti politique membre du G7.
et ancien membre de la mouvance présidentielle. Félix doit être puni, c'est normal, c'est dans la ligne de la vision de ce pouvoir qui est un pouvoir de brigand, un pouvoir tortionnaire qui doit absolument tomber. Et j'espère que le jeune gens qui m'entend maintenant comprennent que le temps est venu que chaque Congolais, dans son domaine, se mette debout. C'est ça l'article 64. Qu'il n'a déplaise au procureur général de la République. Et d'ailleurs, pour le procureur général de la République, je suis étonné de voir un procureur menacer la population. Par rapport à cet article-là qui est, nous l'avons dit au début, qui est constitutionnel. Pour nous, jusqu'à preuve du contraire, et la loi n'est pas changée. Les procureurs généraux de la République et du parquet. Les parquets ont pour mission de poursuivre, d'instruire. Et après instruction, et puis il envoie les dossiers au tribunal ou à la cour. Je n'ai jamais vu dans les lois qui organisent, que ce soit le parquet, le cour et tribunaux, ou même le barreau, quelque part, il y a une disposition qui dit qu'un procureur peut menacer. Là, il devient non politique. Alors, il n'est plus à sa place. Normalement, il doit démissionner. Il faut le pousser à la sortie. Le procureur général de la République n'est plus à sa place. Ce n'est plus un homme qui est indépendant. Il est là pour protéger le pouvoir et non pas le peuple. Bien. Cet article 64 dérange un peu beaucoup parce qu'on a vu chez Okitun qui s'est donné la peine d'aller expliquer selon ces termes. Nous avons vu M. Alain Atundu qui aussi, lui, s'est agité autour parce que tout le monde s'agite autour du côté du pouvoir. Mais bon, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Et y aurait-il un point dont nous n'avions pas parlé, que vous souhaiteriez peut-être développer, ou bien un message concret par rapport à la population, par rapport à nous ici à la diaspora, parce que le Congo, la RDC, disons, parce que le Congo, la RDC attend beaucoup de la diaspora. Et d'ailleurs, des coups de fil que nous avons, des contacts que nous avons, des écrits que nous avons, nous disent toujours Tozo Zelabino, Bossala quelque chose, Bobunda, Bolaksebuson Zela. Et cette diaspora ici, quel est le message? Merci, mais j'aurais même souhaité que nous puissions peut-être en quelques mots parler du changement climatique, oui, dont la conférence est de Paris. Oui, d'accord. Et c'est une conférence internationale où le Congo aussi est membre de cette conférence. Et surtout concerné, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas avec la forêt, avec ceci. Absolument, absolument. Et sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu un dossier fait par le Congo pour ramener à cette conférence. Or, nous savons, et quand vous allez dans le site de Global Witness, il a dénoncé les sociétés françaises, surtout françaises et chinoises, qui exploitent les forêts congolaises dans le Bandundu, à l'Équateur, de façon illégale. Et ces sociétés-là, lorsque la population dénonce l'exploitation illégale, ils vont chercher l'armée ou la police qui, souvent, quand ces forces armées sont là, c'est pour violer les lois, les droits de cette population. Il y a même eu un mort dans la communauté. Et nous pensons que la France, comme c'est le pays qui aujourd'hui organise la conférence sur l'émission de gaz à effet de serre, et nous voulons qu'elle sache que des sociétés françaises exportent au moins 12% du bois congolais en Europe. Et le peuple congolais ne reçoit rien du tout par rapport à ça. Et bien au contraire, la déforestation est à charge du peuple congolais. Comment est-ce qu'au XXe siècle, les sociétés, je dirais occidentales, vont exploiter le bois? Et je voudrais rappeler que le peuple congolais n'a que la forêt, n'a que la terre pour vivre. Et maintenant, cet espace de nos populations, cet espace est en train d'être réduit par l'exploitation sauvage des sociétés, non seulement françaises, mais aussi chinoises, et bien d'autres. Et les listes sont là, parce que les sociétés sont nombreuses, la liste est là.
facilement, ils peuvent exporter du bois pour 20 millions. Et au même moment, notre peuple ne reçoit rien du tout. Et notre gouvernement est absent pour non seulement chercher à punir, mais il se passe de deals, il y a la corruption dans ce domaine-là. Et ça, nous dénonçons. Aussi, nous ajoutons ceci. Souvent, ce bois-là va au port de Matadi en traversant la route Kinshasa-Matadi, et ce bois est dans des camions qui ne sont pas protégés. Et quand il y a accident, les gens meurent. On n'en parle même pas. Parce que ce bois n'est que soutenu par des ficelles qui ne sont pas très importantes, donc ça peut tomber. Avec tant d'argent qu'ils gagnent, ils ne font rien pour protéger le peuple, les populations, du moins ceux qui prennent la route du Bas-Congo. Et ceux-là sont exposés lorsque ces camions-là passent. Nous voulons que ça change. Nous dénoncerons cela. Et j'espère que nos députés me suivront pour qu'ils constituent un dossier sur la forêt et les présenter à la conférence de Paris qui va durer 2 semaines. Donc c'est possible. Bien sûr, sur place, il est possible de se cotiser pour que le député, même 2 ou 3 de l'opposition, aille présenter ces dossiers-là à Paris. Parce qu'ils sont là pour parler au nom de notre population qui est opprimée. Les pires moments, je pourrais rajouter ceci, ils déboisent mais ils ne reboisent pas. Ici, il a toujours été dit, selon les informations, selon les petites connaissances que nous avons, pour un arbre, chaque arbre coupé, il faut replanter 5 minimum. Mais chez nous, on coupe, mais on ne replante pas. Et c'est là une conséquence pour la jeunesse qui viendra, pour la vie de la population à venir. Est-ce que les gens s'en rendent compte? Pas du tout. Les avocats qui sont au Congo peuvent aussi constituer un dossier sur la déforestation illégale du bois au Congo. Et nous pouvons, ici, on connaît les noms de ces sociétés-là, aller par exemple devant les tribunaux de la France contre ces sociétés-là. On doit se lever les droits, c'est ça aussi. Non seulement la jouissance des droits, mais il faut exercer les droits. Et chez nous, on n'exerce pas, nous subissons toujours. Nous devons nous éveiller, nous se serrer le coude pour que les choses changent au pays. C'est la raison pour laquelle le changement climatique est lié à l'incompétence de notre gouvernement. Et les nations civilisées ont intérêt à ce qu'au Congo, il y ait un autre pouvoir qui puisse respecter les droits internationaux, parce qu'ils ont intérêt à voir les droits internationaux respectés. Et même si les sociétés qui exploitent de façon illégale et sauvage les terres congolaises peuvent être poursuivies, ils devront un jour payer de ce qu'ils font au Congo. C'est la seule chose qui va faire reculer ces sociétés-là. Nous devons parler, bien sûr en les faisant. Je prends des risques, mais pourquoi je ne prendrai pas? Parce que ce sont mes enfants qui sont au Congo. Bien. Demain, ils devront se dire que nos mamans se sont battus pour qu'eux deviennent véritablement des hommes libres. Et ce jour-là viendra. Merci beaucoup. Je crois que les combattants et résistants de la France ont compris le message. S'il y a quelque chose à faire, peut-être aller se présenter en démonstration là-bas. Je crois que c'est aussi une initiative à prendre. Ils pourraient se présenter là-bas, démontrer, faire la démonstration. Comme ça, ils pourraient quand même se faire entendre. Mais moi, si maintenant, en quelques 2 minutes, si vous avez un message direct à la population et aux dirigeants du pays, aux opposants, vous avez la caméra avec vous. Comme ça, nous allons conclure notre émission de ce soir. Merci. En tout cas, j'encourage nos populations à se battre encore, et encore, et encore, et encore, à se battre pour redevenir non seulement libre, mais indépendant. Parce que l'indépendance de 1960, c'est seulement sur du papier. Nous ne la vivons pas. Nous ne la vivons pas. Aujourd'hui, notre peuple, notre pays est devenu un pays où il y a l'unité nationale. Nous clamons l'unité nationale qui est en train d'être détruite, mais indépendamment de la nomination des commissaires spéciaux, nous devons rester unis
comme nous l'avons fait à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila et les forces qui l'ont accompagné, qui sont des forces pour tuer le peuple congolais. Je ne veux pas revenir sur ça, nous le savons. Et il faut que ces forces-là, aujourd'hui représentées par l'actuel président, tombent. Nous sommes 70 millions, peut-être contre 500 000 personnes qui soutiennent ces forces-là. Eh bien, nous devrons faire quelque chose. Chacun de nous peut se mettre debout, organiser des journées peut-être sans service dans la ville de Kinshasa. Et nous devons faire quelque chose. Revenons à ces journées mortes. Un mois, nous disons, dehors, monsieur le président, nous n'avons pas besoin de vous. Vous avez suffisamment profité du Congolais. Et aujourd'hui, il est temps que vous partiez. Sinon, si on demeure jusqu'après 2016, le 19 décembre, nous serons tous dans les rues. Tous. Et si Dieu nous aide, peut-être que nous rentrerons aussi et nous serons à vos côtés. Vive le peuple congolais. Vive le Congo, Kinshasa. Je vous remercie. Merci, vive la RDC. Je crois que le message est bien passé. Nous vous remercions d'être venus vraiment ce soir parce que ça fait un bon bout de temps que nous n'avions plus le plaisir de vous avoir parmi nous. Et ça a été aussi un plaisir à notre audience de vous suivre. Tout ce que nous pourrons dire en ces moments, c'est de vous souhaiter encore longue vie et surtout beaucoup de courage pour la suite de votre combat et de notre combat ensemble. Et encore une fois, merci à la famille de vous avoir laissé venir. Cette famille qui nous est chère à tous. À nos téléspectateurs et téléspectatrices, nous disons vraiment grand merci pour votre temps, le temps que vous nous prêtez. Nous vous promettons de revenir demain. Spécialement, nous ne faisons pas le samedi, mais demain, nous serons là vers les 20h30, 21h, avec Ngando Jean-Jacques qui nous parlera un peu de la chasse qu'il y avait ici des politiciens congolais qui étaient ici il y a quelques jours passés. Et puis après, nous aurons aussi nos amis de Brazzaville qui viendront parler un peu de la situation sur place là-bas des opposants et surtout de M. Paulin Makaya qui est arrêté depuis quelques jours. Nous vous remercions encore une fois et merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent encore. Et merci à tous ceux qui nous relaient de par le monde, Softcans Canada, Poupon-Digbo, Congo Millennium, EINDA, Tolika, Congo Synthèse, Congo Voice et Stone. Merci à vous, à nous revoir. Et ceux qui n'ont pas suivi en direct pourraient nous suivre en différé tout de suite après sur YouTube et Facebook. Merci, bye bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com